Alors, nous recevons aujourd'hui Abdelkader Saïdi, chirurgien urologue et titulaire d'un master en gestion du risque. Abdelkader, bonjour. Bonjour. Bienvenue, retour sur NC News. Vous étiez déjà venu chez nous il y a quelques mois. Alors, on vous invite aujourd'hui pour faire un petit point sanitaire et un point d'étape sur le Covid qui vient de rentrer à nouveau sur le territoire donc pour la 13e fois. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On sait qu'il y a plusieurs personnes en réanimation. Est-ce que ça veut dire que le virus circule a priori? Alors, les données officielles, c'était un patient en réanimation et 3 cas tests positifs au Covid-19. Il semblerait qu'il y aurait peut-être plus de cas positifs et peut-être d'autres personnes en réanimation. Moi, je n'ai pas la source officielle de ces données, mais ce qui ne serait pas une surprise, puisqu'on sait que le variant Delta est extrêmement transmissible, que le variant Delta est plus dangereux que le variant Alpha ou que la souche historique, et que tout dépend du délai de détection entre la première personne qui est détectée positive et le moment où elle a contracté le virus. Et ça, on ne le sait pas trop. La direction des affaires sanitaires est en train de remonter, si vous voulez, l'interrogatoire pour savoir les contacts, retourner vers le patient zéro, en sachant que les 3 premiers cas n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Donc la tâche pour remonter les contacts va être quand même extrêmement difficile. Comment c'est possible qu'on soit passé à travers, là, pendant les 2 semaines, parce qu'il est probable que le virus circule déjà depuis quelques temps? On ne s'est pas assez méfié. Alors, c'est pas une surprise, c'était prévisible. Vous l'aviez annoncé d'ailleurs? Le groupe de travail des assises du Covid l'avait annoncé pour début septembre, donc c'est arrivé vers le 6 septembre. Mais surtout, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Le sas sanitaire, on peut être fier de ce sas sanitaire, il est extrêmement robuste. Il a permis à la Nouvelle-Calédonie de vivre en Covid-free pendant plus de 18 mois. C'est une situation exceptionnelle dans le monde. Je crois qu'il n'y a aucun pays qui a pu avoir cette situation exceptionnelle. C'est grâce à ce sas sanitaire. Mais ce sas sanitaire, aussi robuste soit-il, il ne pouvait pas arrêter le variant Delta, qui n'est plus la même maladie que celle de mars, contagieux par qui n'est plus rapport la même au variant maladie Alpha. de mars. Voilà, Alpha. exactement. Ce n'est plus la même maladie. Il se transmet de façon beaucoup trop importante. Une personne en contamine 7 à 10. Et en plus, il semblerait, les études suggèrent qu'il entraîne plus de formes d'hospitalisation et également plus de formes chez les adultes jeunes. Donc c'est un variant qui est plus contagieux et probablement plus grave. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le vaccin, notamment le vaccin Pfizer, Reste efficace. il reste efficace à 90-95% sur les formes graves et in fine, c'est ça l'essentiel. Par contre, il faut nuancer que dès qu'on démarre un schéma vaccinal, une première injection, on est protégé contre le variant Delta que 5 semaines après. Et ça, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui se font vacciner aujourd'hui, il va y avoir un petit délai avant qu'ils soient totalement exactement. immunisés. Ils ne seront pas protégés, avant 5 à 6 semaines. Et donc, donc la seule mesure, si vous voulez, aujourd'hui, à l'instant T, aujourd'hui, pour être efficace, pour essayer de casser la chaîne de transmission du virus, la seule arme efficace, c'est le confinement strict. Il a fait ses preuves, le confinement. Indifférencié, oui. Un confinement strict, s'il est bien suivi, si les gens jouent le jeu, si les mesures de distanciation sociale sont bien menées, il peut casser les chaînes de transmission jusqu'à 80%. Donc, il peut nous amener à une situation de contrôle du virus, c'est-à-dire avec une circulation faible, un petit peu contrôlée. Maintenant, il faut abandonner l'espoir du Covid-free comme on a pu le connaître. Bon, on n'a pas de boule de cristal. Je pense qu'il y a 3 possibilités après ce confinement qui va durer 15 jours, 3 semaines, peut-être un peu plus longtemps. Soit on retourne en situation Covid-free. Je pense que ça, c'est une probabilité qui est faible. Elle n'est pas nulle, mais elle est faible. Soit ça sera la situation tahitienne. C'est une probabilité qui existe, qui est modérée, je dirais, parce que quand même on prend des mesures restrictives fortes, assez rapides. Donc j'espère... Plus rapidement qu'à Tahiti, où le plus confinement rapidement a qu'à pas été Tahiti, immédiat. où le confinement a pris un certain temps. Donc j'espère que ces mesures strictes rapides nous permettront d'éviter la situation tahitienne que connaît Tahiti, mais ce n'est pas exclu. Et enfin, la 3e possibilité qui, à mon avis, est la plus probable, en tout cas à court terme, c'est-à-dire dans 15 jours, quand on va réévaluer la situation, ça va être une circulation qui persiste encore de variant Delta. Il se posera la question à ce moment-là de ce qu'on fait. Est-ce qu'on poursuit le confinement pour essayer de revenir en situation Covid-free? Si c'est le cas, il faudra
mesurer les conséquences de ces décisions, les conséquences économiques, mais surtout, parce qu'on peut dire que les conséquences économiques, elles pourraient être compensées par une aide de l'État. À un moment donné, je pense qu'on ne pourra pas se passer d'une aide financière. En tout cas, on sait que le RUAM est au bord du gouffre et que ce troisième confinement, on le sait tous, nous y précipite. Donc, on ne pourra pas s'en sortir seul au niveau économique. Donc, sur ce versant-là, puisqu'on est en faillite, il y aura probablement des aides qui pourront compenser. Mais surtout, la continuité pédagogique. Les enfants et les adolescents vont subir un troisième confinement. On sait aujourd'hui, et les études le montrent, qu'il y a une détérioration de la santé mentale des enfants et des adolescents lorsqu'ils sont confinés, des ruptures scolaires, des déscolarisations, voire plus graves. Et s'acharner à revenir Covid-free au bout de 6 semaines, 8 semaines, 2 mois ou 3 mois de confinement aura un prix sur nos enfants. Tout cela, il faudra le mesurer et le concerter de façon collégiale. Pour vous, il faudrait plutôt apprendre à vivre finalement avec, en limitant ces endiguements des hôpitaux, enfin vraiment essayer de contenir au maximum. Si vous voulez, la situation sanitaire, le Covid-free nous montre ses limites. Il n'est pas tenable. Donc, on peut revenir Covid-free au bout de 2 mois de confinement strict. Il y aura de toute façon encore la pression du variant, et donc ce variant qui pourra rentrer, si c'est le Delta, ce sera un autre. Oui, ce n'est pas une situation... Les stratégies Covid-free ne sont pas des... Elles ont été parfaites pendant 18 mois. Ce ne sont plus des stratégies tenables pour le futur. Donc, s'acharner à revenir Covid-free, c'est une possibilité. Ce seront aux élus de prendre cette décision. En tout cas, ce n'est pas pour moi l'objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, c'est d'être vacciné le plus largement possible, idéalement entre 80% à 90% des gens qui sont éligibles à la vaccination, c'est-à-dire de plus de 12 ans. Donc c'est d'arriver à cet objectif et de pouvoir vivre avec le virus qui circule, si vous voulez, à bas bruit, avec un système de soins qui tient debout. Pour moi, c'est ça l'objectif vers lequel il faut tendre, et bien sûr éviter la situation sanitaire tahitienne, éviter les ruptures prolongées d'activité économique et éviter les ruptures scolaires. Donc c'est avec tout ça que tous ces enjeux qu'il faut décider. Là, il faut se donner un peu de temps. Là, on est dans le confinement strict pour voir un petit peu comment ça se passe, comment ça évolue. Et effectivement, au bout de 15 jours, on fera le point de l'évolution de cette épidémie. Est-ce que l'hôpital est prêt à accueillir là, les patients en masse? Est-ce qu'on a eu le temps finalement de se préparer à ça? On savait que ça allait arriver. L'hôpital est prêt depuis le départ avec les moyens qu'il a. Alors, il a des moyens matériels qui sont connus, entre 49 lits ou 50 lits de réanimation, mais il a des déficits en ressources humaines. Oui, on parlait de 25 personnes, je crois, qui manquaient pour la prise en charge des... Voilà, il manque un certain nombre de personnel pour faire face à un engorgement des soins critiques et de la réanimation. Il faudra, si la situation se dégrade, faire appel à des réserves sanitaires. En tout cas, l'hôpital s'est préparé avec les moyens qu'il a. Et puis, actuellement, il doit être, comme on dit, dans le bain. Et je leur souhaite bien du courage. Comment la situation va évoluer, selon vous, là, dans les 15 jours, un mois? Il y avait eu des mobilisations qui ont été faites par l'Institut Pasteur et l'IRD. Est-ce que c'est des... Oui, tout dépend de la couverture vaccinale. Donc, comme je vous dis, là, malheureusement, le virus est entré avec une couverture vaccinale qui est faible en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on est à 30% de couverture vaccinale. Et on savait que c'était à partir de 60% de couverture vaccinale que peut-être le système de soins pouvait encaisser le choc. Donc, on n'y est pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a une possibilité qu'on se retrouve dans une situation tahitienne. Et c'est pour ça que le confinement strict est le seul moyen aujourd'hui pour l'éviter, à cause de cette couverture vaccinale qui est trop faible. Maintenant, cette couverture vaccinale, même si on atteint 60% dans un mois, les gens ne seront protégés que 5 semaines après. Donc tout ça, ça décale, si vous voulez, le calendrier. Lors des assises du Covid, on avait fait un ensemble de recommandations, justement, dont certaines sont applicables. Le 27 août dernier, voilà, exactement. Vous avez notamment parlé du Covid contrôle. Est-ce que, finalement, toutes les préconisations qui sont ressorties de ces assises ne sont pas périmées au vu, finalement, de l'arrivée? Elles doivent être adaptées, forcément, parce que c'est la situation qui l'exige. Avec l'épidémie de Covid-19, on adapte à chaque fois sa stratégie et on doit être à chaque fois prêt et avoir cette flexibilité de s'adapter à l'évolution de la maladie. Lors des assises, il y avait quand même quelques recommandations qui sont encore valables aujourd'hui. La première, c'était d'intégrer dans la cellule de décision gouvernementale, auprès du gouvernement, donc de l'ADAS et du groupe d'experts, un ou plusieurs membres
du monde économique et de la société civile qui défendront les enjeux des enfants, qui défendront les enjeux économiques, parce que l'activité économique, c'est aussi le moteur de la Nouvelle-Calédonie. Il faut pouvoir les intégrer. Ça a été fait, ça, du coup, Donc c'est en cours. J'ai bon espoir que le gouvernement fasse appel à un représentant des assises pour intégrer la cellule de décision. La deuxième recommandation, c'est l'obligation vaccinale pour tous, qui avait été demandée aux assises du Covid et qui a été acceptée. Moi, je félicite tous les élus du gouvernement et du Congrès d'avoir pris cette décision qui est extrêmement courageuse avant l'introduction du variant, et qui a pour but de défendre nos libertés. En fait, la vaccination obligatoire pour tous, c'est pourquoi à la base? C'est pour nous empêcher d'être confinés. Là, le problème, c'est que c'est arrivé on est un peu dos au mur, c'est arrivé un peu tôt, mais le but, l'essence même de la vaccination obligatoire pour tous, c'est d'éviter un confinement durable, c'est d'éviter les ruptures pédagogiques, c'est d'éviter des crises sanitaires. Donc c'est une conception de la liberté qui est responsable et que j'approuve et que je salue complètement. Notre recommandation des assises était d'augmenter l'offre de vaccination, parce que si vous voulez, le virus, lui, il ne fait pas de pause le week-end, hein. Donc il faut pouvoir vacciner 7 jours sur 7, et donc augmenter, doubler, voire tripler l'offre de vaccination dès à présent. Et pour cela, il faut l'organiser en situation de circulation virale. Donc malheureusement, au départ, on avait prévu aux assises de permettre sans rendez-vous, mais ce n'est pas raisonnable en période de circulation du virus, parce qu'on pourrait créer des clusters, si vous voulez, dans les vaccinodromes. Donc là, il faut une prise de rendez-vous, de la distanciation sociale, parce qu'il ne faut pas que ce soit un risque dans les centres de vaccination de pouvoir transmettre le virus. Donc il faut aller se vacciner avec un rendez-vous et augmenter les plages, augmenter les sites, 7 jours sur 7, et faire une campagne de vaccination aussi, de aller vers les personnes qui sont un peu moins mobiles. Là, ça n'a pas l'air d'être tellement ça, finalement. Au gouvernement, demain, il y a un grand vaccinodrome, je pense que ça va se mettre en place. Donc là, il faut réfléchir la stratégie vaccinale, puisqu'on est en période de circulation du virus, comme je vous disais. Donc là, on va être plus dans de la prise de rendez-vous, à mon avis, hein, dans de la prise de rendez-vous, avec des créneaux bien adaptés, des distanciations sociales. Donc il faut augmenter les ressources humaines, augmenter les sites, augmenter le calendrier. Une autre recommandation des assises était également, lors de la vaccination, de pouvoir émettre le fameux QR code qui certifie l'authentification de la vaccination et qui permettra ensuite, par la suite, plus facilement d'adapter notre vie avec le virus. Notre pass sanitaire, non, il n'y avait pas ça dans Pour l'instant, nous, on n'en est pas au pass sanitaire, c'est-à-dire avec la possibilité de faire un test PCR qui est négatif ou une vaccination. Nous, pour l'instant, on n'a pas assez de tests PCR. Donc, c'est déjà la vaccination qui est valable. Et puis, la vaccination est obligatoire maintenant, hein, comme elle va être prévue par la loi. Une autre recommandation, c'était de changer de stratégie diagnostique. Aujourd'hui, on est essentiellement centré sur les tests PCR qui ont un rendement qui est limité en Nouvelle-Calédonie pour des problèmes techniques, également de ressources humaines. Et donc, il faut l'élargir aux tests antigéniques qui peuvent être réalisés par toutes les officines, par les cabinets médicaux de ville, par les centres médico-sociaux. C'est quoi la différence entre les deux? Le test antigénique, c'est un prélèvement nasal qui est un petit peu moins profond que le test PCR et qui permet de détecter des protéines du virus et donc de vous dire si vous êtes infecté à l'instant T par le virus. C'est un test qui est quand même fiable puisqu'il a plus de 80% de sensibilité. D'ailleurs, c'est un des tests qui a permis de détecter un des cas positifs d'hier. Donc, il faudrait développer, en plus ils sont beaucoup moins chers que le test PCR, il faudrait développer ces tests antigéniques à l'échelle, si vous voulez, territoriale, mais également les autotests, qui sont des tests antigéniques encore plus rapides, qui eux peuvent être réalisés dans les milieux scolaires. Et donc, il faut déjà anticiper, à mon avis, la reprise de continuité pédagogique avec des autotests qui seraient réalisés de façon hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire, dans les établissements scolaires ou recevant du public, pour pouvoir permettre une reprise de l'activité avec une petite circulation faible. Tout ça sont des mesures qu'il faut anticiper. Ça, on n'en a pas assez pour l'instant. Non, pour l'instant, à ma connaissance, il y avait une 30 000 ou 50 000 tests antigéniques qui étaient disponibles sur le territoire. Il faudrait multiplier ce nombre de tests par 5 ou 10, en sachant que ça coûtera toujours moins cher qu'un confinement. Alors, une dernière question là qui est
un peu plus politique, je sais que vous vous intéressez aussi au sujet. Est-ce que là, ce qui nous arrive, l'introduction du variant Delta, les confinements, les malades, les potentiels morts, est-ce que ça pourrait être de nature à remettre en cause le référendum selon vous? Je pense qu'on peut rien dire. Là, il faut attendre 15 jours, voir comment va être la dynamique épidémique. J'espère que la prise de décision courageuse du gouvernement et du haut-commissaire de faire un lockdown, un confinement strict immédiat, va permettre d'endiguer au mieux le variant Delta. Dans 15 jours, je ne pense pas qu'on soit Covid-free. Par contre, j'espère qu'on ne sera pas dans la situation tahitienne et donc on sera dans une circulation, j'espère, maîtrisée du virus. Et donc, si on est dans ce scénario-là, de circulation maîtrisée du virus, alors il n'y a pas de raison que le calendrier politique ou référendaire change, puisque de toute façon on va vivre avec le Covid, que ce soit le 12 décembre 2021 ou le 12 décembre 2022, ça sera grosso modo la même situation. Il faut que les Calédoniens sachent que l'on va vivre avec le virus en permanence. Donc tout va dépendre de ces 15 prochains jours qui vont nous dire un petit peu la dynamique du virus, en sachant que là, on va avoir des cas qui vont se cumuler les jours qui vont arriver très rapidement. Ça, c'est normal, c'est attendu. Hein. Le variant Delta est extrêmement transmissible, il est plus grave. Donc on va avoir des cas de réanimation, on va avoir des cas qui vont se multiplier dans les jours qui viennent. Ce qu'on espère, c'est que ça s'arrête dans la semaine ou les 15 jours qui arrivent. Grâce au confinement. Grâce au confinement, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et puis à bientôt sur NC News pour un nouveau point. Merci.